rassure que le destinataire est bien présent. Donc, l'établissement de session entre la source et la destination. Ça, c'est le rôle de la couche session. Et les données qui circulent dans cette couche-là sont appelées données. Donc, ça ne change pas, c'est la donnée. Et au niveau de la couche présentation, on va chiffrer l'information pour que cette information soit au format lu, au format traité par d'autres couches. Par exemple, lorsque vous voulez rechercher de la vidéo, vous avez saisi un message de vidéo. Ce n'est pas ce message-là qui doit circuler dans le réseau pour pouvoir vous renvoyer la vidéo que vous attendez. Le message, la recherche que vous avez lancée sera chiffrée. Donc, c'est le rôle de la couche présentation. Sera chiffré au format de traitement des couches inférieures. Et les données qui circulent dans la couche présentation sont appelées données, toujours. Et enfin, on a la couche 7, la couche application. C'est l'interface utilisateur-machine. Donc, c'est ce que vous pouvez voir. Lorsque vous, utilisateur, vous ouvrez un navigateur, vous saisissez une recherche, vous êtes au niveau de la couche application. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ce que vous voyez, c'est la couche application. Et les données qui circulent, ce sont des données prennent le nom donné. Ça ne change pas. Donc, on a de la couche 7 à la couche 5, les données qui circulent sont appelées données. Donc, pour retenir rapidement, il y a souvent des phrases, qu'on répète pour retenir facilement les différentes couches. On va se dire ici. Donc, on a quelques phrases qu'on peut répéter. Pour le réseau, tout se passe automatiquement. Pour, c'est pour dire physique. Le, pour dire liaison de données. Réseau, c'est réseau. Tout, c'est transport. Se passe, ici le se, on va dire session. Passe, c'est présentation. Automatiquement, c'est pour dire application. Donc, le début de chaque phrase te permet de constituer le nom de la couche. Pour le réseau, tout se passe automatiquement. Donc, avec ça, tu peux regrouper, tu retrouves toutes les couches. Si on vous dit c'est quoi la première couche du modèle OSI, ne dites pas que c'est la couche application. On compte du bas vers le haut. Et il faut maîtriser les données qui circulent dans chaque couche. C'est très important. Donc, après le modèle OSI, on a un autre modèle, le modèle appelé TCP/IP. Le modèle TCP/IP présente la façon logique dont les données sont traitées et acheminées sur le réseau, contrairement au modèle OSI qui est plus théorique. Donc, dans ce modèle TCP/IP, il y a des couches qui ont été regroupées parce qu'on a estimé le traitement pouvait se faire en regroupant ces couches-là. On a ici la couche physique et liaison de données a été regroupée au niveau du modèle TCP/IP en couche accès réseau. Donc, ça sous-entend que lorsque la donnée est traitée au niveau TCP/IP, au niveau du modèle TCP/IP de la couche accès réseau, il y a je répète à quel niveau. Donc, ici, vous voyez l'image. Le modèle aussi, on a 7 couches. Le modèle TCP/IP, on aura juste 4 couches parce qu'il y a eu un regroupement de couches. Le modèle TCP/IP représente la façon logique dont les données sont traitées et acheminées sur le réseau en définissant les protocoles à chaque étape. Le modèle aussi, je répète à quel niveau? Soyez un peu plus précis. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire, je vais regarder. La phrase « Pour le réseau, tout se passe automatiquement ». Pour le réseau, tout se passe automatiquement. Pour, vous avez physique, le, liaison de données, réseau, réseau. Pour, transport, session, passe, présentation automatiquement. Maintenant, si vous voulez retenir les données qu'on retrouve dans chaque couche,
Vous pouvez aussi vous-même constituer une phrase. Par exemple, Bobby touche pas son dos. Bobby pour dire bit, touche pour dire trap, pas, paquet, son, segment, do pour dire donner. Donc, je vais écrire ça en chat. Bobby touche pas son dos. Là, vous avez l'ordre des données. Donc, vous pouvez vous amuser à concevoir des phrases comme ça pour mieux vous souvenir parce qu'au début, ça fait trop d'informations et puis vous pouvez un peu vous embrouiller. Donc, essayez vous-même de constituer des phrases qui vont vous orienter pour mieux comprendre le concept. Donc, on a physique, c'est la première couche. On va parler des bits ici. Donc, physique, ce sont des supports de transmission. Tout ce qui est support de transmission, fibre optique, câble coaxial, câble réseau, c'est ça, physique. Après, on a liaison de données. Liaison de données, on va parler de switch. Réseau, on va plus parler de routeur. Maintenant, transport, ici, on parle des deux protocoles que nous avons vus, les protocoles de transport d'informations. Soit c'est fiable, soit c'est non fiable. Session, il faut que le destinataire, si vous voulez communiquer, il faut que le destinataire existe. Donc, on va faire l'ouverture des sessions. Et c'est également là qu'on fait la fermeture des sessions. On a présentation pour chiffrer l'information parce que lorsque vous recherchez une information, vous allez saisir, je recherche des maisons à louer. Cette information doit être chiffrée pour qu'elle soit traitée dans le réseau parce que ça ne respecte pas le format utilisé par les différents équipements. Donc, il faut chiffrer cette information. Et enfin, vous avez votre partie. Lorsque vous arrivez à lire, ça c'est la partie de l'utilisateur. Lorsque vous arrivez à recevoir l'information ou à lancer des recherches, vous allez utiliser des applications. Comme application ici, on a parlé de HTTP. Quand vous utilisez Firefox, Google Chrome pour pouvoir lancer des recherches, vous êtes au niveau applicatif ici. Donc, de la couche 7 à la couche 5, on parle de données. Au niveau de la couche 4, on va parler de segments. Donc, non, le chiffrement, ce n'est pas le binaire. Le binaire, c'est à la couche physique. Le binaire, on parle de binaire à la couche physique. C'est pourquoi on dit les données qui vont circuler dans la couche physique seront appelées bits. Bit ici, c'est pour dire binaire. Maintenant, au niveau du réseau, on a paquet, liaison de données, on a trame et physique, les supports de transmission, on a bit. On vient maintenant au modèle TCP/IP. Modèle TCP/IP, comme je disais, c'est un modèle logique. Donc, c'est le modèle réellement, c'est le modèle réellement déployé. Aussi, c'est juste pour qu'on puisse comprendre de façon explicite, de façon mieux détaillée le fonctionnement du réseau. Mais en réalité, ce qui est utilisé sur le net, c'est le modèle TCP/IP. Donc, TCP/IP, au lieu de 7 couches, n'a que 4 couches parce qu'il y a certaines couches qui ont été regroupées. Par exemple, quand on prend le modèle aussi, la première et la deuxième couche ont été regroupées. Ce sont ces couches-là qui vont prendre le nom ici de accès réseau. Donc, c'est quoi le rôle d'accès réseau en TCP/IP? Ce n'est que le rôle de liaison de données et de physique. Donc, on va retrouver les deux rôles dans cette couche-là. La couche réseau va maintenant s'appeler couche Internet. Donc, ça n'a pas été regroupé. La couche transport va garder les données, sera toujours la couche transport. Maintenant, les couches qui traitent les données, c'est-à-dire de la couche 7 à la couche 5, seront regroupées. Et ces couches-là, après regroupement, on aura un nouveau nom. Donc, application. Ce sera maintenant le nom des 3 couches.
en ce qui concerne le modèle TCP/IP. Ça veut dire que dans la couche application de TCP/IP, on va retrouver les fonctionnalités de toutes ces couches-là à l'intérieur. Donc, le fait de regrouper ne veut pas dire qu'on a supprimé certaines fonctionnalités. Non. On va retrouver ces fonctionnalités-là dans le regroupement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire. On va avancer s'il n'y a pas de questions. La couche d'accès joue un rôle fondamental. Donc, lorsqu'on parle de couche d'accès, je vais revenir. La couche d'accès au réseau, ce n'est que le regroupement de la couche liaison de données et la couche physique. Donc, la couche d'accès, quand on parle de couche d'accès, on est dans le modèle TCP/IP. Maintenant, dans le modèle OSI, il s'agit de la couche liaison de données et la couche physique. Donc, on nous dit que la couche d'accès joue un rôle fondamental dans la communication réseau car elle permet aux appareils de se connecter au réseau. Les appareils se connectent au réseau comment? Grâce à la fonctionnalité de la couche physique. Donc, on interconnecte les appareils au réseau. On utilise des câbles pour connecter les appareils, quel que soit le support de transmission. Assure la transmission correcte des informations. Donc, les informations vont circuler dans les équipements. Identifie les équipements grâce aux adresses MAC. Je vais regarder ta question. Vous dit ici, je reprends, que la couche d'accès joue un rôle fondamental dans les communications réseau. Donc, quand on parle de couche d'accès, on est au niveau du modèle TCP/IP. C'est la première couche. Permet aux appareils de se connecter au réseau. Donc, lorsque nous allons connecter notre ordinateur portable en Wi-Fi, c'est la couche d'accès parce que là, on va utiliser un support de transmission aussi. Lorsqu'on va connecter notre ordinateur fixe, comme nous avons fait hier, ou notre télé, c'est la couche d'accès. Assure la transmission correcte des données. Donc, ça va assurer les échanges des informations. Identifie les appareils grâce aux adresses MAC. Donc, c'est l'une des fonctionnalités de la couche d'accès. Donc, la fonctionnalité, quand on prend le modèle OSI, quand on va parler d'adresse MAC au niveau de la couche liaison de données. Et comme lorsqu'on parle de couche accès, on a regroupé liaison de données et physique. C'est pourquoi vous voyez l'une des fonctionnalités de la couche liaison de données est énumérée ici. Parce que le switch, pour pouvoir livrer le message dans un réseau local, se sert de l'adresse MAC. C'est quoi l'adresse MAC? L'adresse MAC, c'est une adresse physique. Donc, c'est une adresse physique qui va identifier un appareil de façon unique. Vous pouvez avoir plusieurs ordinateurs dans une salle, mais chaque ordinateur a son adresse physique qui a été, qui existe depuis la conception même de la machine. C'est pourquoi on appelle ça adresse physique. Ça ne change pas. Donc, lorsque le switch saura que le message que je reçois du PC A, je dois envoyer ce message au PCB, le switch va prendre cette décision grâce à l'adresse MAC de destination. Réduire les collisions grâce au commutateur Ethernet. Donc, ça va réduire les collisions. Comment? On va créer des domaines, on va créer des sous-réseaux pour mieux administrer notre réseau. Si on est dans une entreprise où il y a peut-être 5 services, on ne va pas connecter tous les 5 services dans un seul LAN. On va segmenter notre réseau pour mieux gérer les domaines de collision, pour mieux administrer notre réseau. Améliore les performances des réseaux. Sans cette couche, les appareils ne pourraient pas échanger des données sur un réseau Ethernet. Donc, sans la couche accès, sans la couche d'accès, on ne devait pas interconnecter les appareils parce que pour interconnecter les appareils, il faut utiliser le support de transmission. Et le switch aussi ne pouvait pas livrer, ne pourra pas livrer les informations parce qu'il n'y a pas de décision à prendre si les appareils ne sont pas interconnectés. Les appareils vont communiquer comment? Aux données
lorsqu'elle traverse les différentes couches réseau. Je vais revenir sur l'image du modèle OSI pour mieux vous montrer comment ça se passe. Lorsqu'un utilisateur envoie un message, les données sont créées par l'application. Deuxièmement, chaque couche réseau ajoute ses propres informations. Les données deviennent progressivement une trame prête à être transmise. Donc, lorsqu'on revient ici, nous avons vu que dans le modèle OSI, il y avait 7 couches, de la couche physique à la couche application. Donc, l'utilisateur, il est au niveau de la couche application. Donc, à chaque fois qu'un traitement se fera dans une couche, chaque couche va laisser son empreinte. C'est ça l'encapsulation. Par exemple, ici, l'utilisateur crée la donnée, donc création de la donnée. On a la donnée qui va exister. Donc, l'encapsulation, c'est lorsque vous écrivez une lettre et puis vous allez mettre, vous allez insérer ou encore rentrer la lettre dans l'enveloppe au fur et à mesure. Vous avez du mal à m'entendre. Donc, au fur et à mesure que la donnée sera traitée, elle sera encapsulée dans une, elle sera encapsulée dans une couche. Par exemple, ici, création de la donnée. On a application, application, euh, présentation et session. On parle, ces 3 couches parlent de la donnée. Donc, les informations qui vont circuler dans les 3 couches, dans la couche application, dans la couche présentation et dans la couche session, vont s'appeler données. Donc, c'est pourquoi on a juste mis ici application, création de la donnée. Qu'est-ce qui va se passer après ces 3 couches? C'est qu'on va arriver au niveau du transport. Le transport va ajouter le numéro de port parce que vous, l'utilisateur, a sollicité un service bien spécifique. Donc, le transport doit bien pointer le port pour que le service demandé soit celui-là que l'utilisateur va recevoir. Donc, transport va ajouter son empreinte dans le port. Ça veut dire qu'on n'aura plus seulement la création de la donnée, on aura et la création de la donnée et l'ajout des ports, donc l'empreinte de la couche transport. Après, on arrive au réseau. Le réseau va ajouter l'adresse IP pour connaître la destination. Donc, au lieu des 2 informations précédemment ajoutées, on va ajouter une autre information, c'est-à-dire l'adresse IP. Là, ça fera 3 informations. Donc, c'est ce processus-là qu'on va appeler encapsulation. Au fur et à mesure que l'information va traverser une couche, cette couche-là va laisser son empreinte sur cette information jusqu'à ce qu'on va arriver au niveau de la couche physique qui va envoyer l'information dans le support de transmission. Donc, pour revenir ici, je vais vous montrer ça ici. Lorsque je suis au niveau de la couche applicative, donc on a dit de 7 à 5, c'est la donnée. Donc, tout ça, c'est la donnée. Si cette donnée-là, après les données, on vit au niveau du transport, dans des segments. Le traitement qui sera fait là, cette couche va laisser son empreinte. Au fur et à mesure, je viens à la couche réseau. La couche réseau également va effectuer un traitement spécifique qui va aussi laisser son empreinte. Donc, on aura maintenant 2 empreintes, la donnée de départ plus l'empreinte de transport et l'empreinte de réseau. On avance. Avec liaison de données aussi va effectuer son traitement et va laisser son empreinte. Donc, au fur et à mesure que les données vont traverser des couches, les couches vont encapsuler les informations en laissant leur empreinte. C'est ça l'encapsulation. L'importance de l'encapsulation. L'encapsulation permet d'identifier les appareils. Donc, on saura grâce à l'encapsulation, on pourra identifier les appareils dans un réseau. D'acheminer des données correctement, dont les données seront, étant donné qu'il y a eu un traitement dans chaque couche, ce qui va permettre à ce que les données soient bien acheminées. Exemple, et puis on prend un peu l'exemple, un exemple, vous écrivez une lettre. Il faut remettre cette lettre-là, par exemple, on va dire, il faut poster la lettre. Vous n'allez pas écrire la lettre et la poster sans l'encapsuler.
Il faut d'abord encapsuler la lettre. Vous allez acheter l'enveloppe, vous allez insérer la lettre dans l'enveloppe et vous allez écrire dessus. C'est pareil en réseau. Il faut encapsuler la donnée. Ça protège même également la donnée principale. Dans le fait de prendre votre lettre, de l'insérer dans l'enveloppe, vous protégez le contenu même de la lettre. Et là, on pourra mieux analyser c'est qui le destinataire, c'est qui l'émetteur, et puis la lettre sera acheminée. Or, si vous ne le faites pas, vous mettez vos informations critiques en danger. De détecter les erreurs, donc au fur et à mesure que le traitement sera fait, parce que chaque couche a un rôle bien spécifique. Il y a il y a la couche qui va contrôler, les erreurs seront contrôlées dans chaque couche avant traitement, ce qui va permettre à ce que lorsque l'information sera traitée dans une couche, si la couche constate qu'il y a une erreur, il y aura des décisions qui seront prises pour pouvoir soit abandonner le message ou encore renvoyer. Donc, ça va dépendre d'assurer la compatibilité entre technologie et réseau. Donc, on va pouvoir, quelles que soient les différentes technologies, vous voulez un service bien spécifique. Si vous voulez, par exemple, envoyer un email, on ne va pas vous envoyer sur un autre service ou bien sur un jeu en ligne. Donc, le port sera bien pointé. Le service demandé sera celui-là que vous allez utiliser ou encore recevoir. Fonctionnement des trames Ethernet. Ethernet est une technologie la plus utilisée dans les réseaux locaux modernes. Nous l'avons vu hier. Ethernet, nous utilisons le câble réseau pour interconnecter les équipements dans un réseau local. Donc, c'est le câble le plus utilisé. Les données circulent dans des structures appelées trames Ethernet. Donc, les données vont circuler dans la trame. Donc, cette trame-là a des informations bien spécifiques. C'est cette trame-là c'est cette trame-là que le switch va analyser pour pouvoir prendre des décisions. Si le switch doit, vu que c'est le switch l'orchestre dans un réseau local, si une machine A veut communiquer avec la machine B, étant donné que c'est le switch qui relie ces machines, le switch va recevoir l'information de la machine A et va analyser la trame. Va analyser la trame pour voir c'est quelle destination, cette trame va où. Donc, lorsque le switch va analyser, le switch va voir l'adresse MAC de destination. C'est en fonction de cette adresse MAC de destination que le switch prendra la décision. Les données circulent dans des structures appelées trames Ethernet. Une trame Ethernet contient des informations de destination, donc MAC, l'adresse MAC de destination, parce que quand on parle du tram, on va parler des adresses physiques. Adresse MAC de destination, adresse MAC source. Quand vous recevez une lettre, vous connaissez qui est c'est vous le destinataire, mais vous pouvez lire la source. Donc, c'est important dans le réseau. La machine qui initie la demande, l'empreinte de cette machine-là est sur la trame. Son empreinte, c'est quoi? C'est l'adresse MAC source. Les données utilisateurs, donc la donnée initiée, la recherche initiée réside toujours, il y a toujours un contenu. Oui, l'adresse IP est logique. L'adresse IP change. Il suffit que tu te connectes à un réseau et tu obtiens une adresse IP, alors que l'adresse MAC est propre à l'appareil. C'est depuis même la conception de l'appareil. Même vos ordinateurs, vos téléphones ont des adresses MAC. Donc, c'est l'adresse qui te permet, je n'ai pas regardé, que tu veux comprendre dans la mesure que le site ne trouve pas l'adresse MAC dans la table. Comment? On n'est pas encore arrivé là-bas. Ça fait partie de la suite du cours. Vous allez comprendre ça dans la suite du cours. Donc, l'adresse IP est logique. Donc, tu te connectes à un réseau, on te donne une adresse. Quand tu n'es pas connecté à un réseau, tu n'as pas d'adresse IP. Alors que l'adresse MAC, c'est depuis la conception de l'appareil. C'est une adresse physique. Elle est propre à l'appareil. Donc, les données utilisateurs et puis le mécanisme de contrôle d'erreurs. Donc, dans la trame, on aura également un champ qui sera là pour contrôler les erreurs. Est-ce que la trame respecte les normes? Est-ce que c'est une trame normale? Est-ce que c'est une trame complète? Est-ce que c'est une trame incomplète? Est-ce qu'il faut acheminer? Donc, il y aura un contrôle d'erreurs. Donc, ici, vous avez un exemple d'encapsulation. Vous voyez ici,
On a regroupé les couches. Vous avez c'est vous l'utilisateur ici. On a dit l'utilisateur, il est au niveau de la couche applicative. Parce qu'au niveau de la couche applicative, on retrouve les applications que nous utilisons au quotidien. Donc, vous lancez une recherche, on regroupe la couche application, la couche présentation et la couche session en données. Parce que c'est comme ça qu'on appelle des informations qui circulent dans ces trois couches-là. Donc, ces informations sont appelées données. Et ensuite, on a la couche transport. Vous voyez, en vert, c'est la donnée. Quand on arrive au niveau de la couche transport va effectuer son traitement bien spécifique. Donc, la couche transport va mettre son empreinte. Après, on avance à la couche réseau. Au fur et à mesure, les entêtes seront ajoutées après traitement dans une couche. C'est ça le processus d'encapsulation. Maintenant, le contraire, c'est la désencapsulation. Ça veut dire, au lieu d'ajouter les couches, on va maintenant les retirer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on va juste retrouver la donnée de départ. Donc, on va commencer par enlever la dernière couche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va juste retrouver, on va se retrouver avec la donnée. Donc, il y a l'encapsulation, ajout d'entête, il y a la désencapsulation, on retire maintenant les entêtes qui ont été ajoutées pour vous renvoyer l'information que vous recherchez. Et puis, vous avez physique qui a déjà codé tout ça en binaire et envoyé dans le support. Donc, le champ de la trame Ethernet. On a parlé de trame Ethernet. Donc, la trame, c'est l'information que nous allons retrouver au niveau de la couche liaison de données du modèle OSI. Cette information est constituée de quoi? Donc, cette information s'appelle la trame. Donc, cette trame-là est constituée de quoi? Comment est-ce que le switch arrive à analyser cette information et arrive à pouvoir transmettre les trames dans un réseau local? Donc, cette trame est constituée d'abord du préambule. Le préambule prépare les appareils à recevoir la trame. Donc, le préambule, c'est comme un signal de synchronisation. Dire au destinataire qu'il y a une trame qui arrive, annoncer l'envoi de la trame. Donc, caractéristiques, c'est quoi? Synchronisation des équipements. Donc, ça va créer des signes, envoyer des signaux de synchronisation. Et ça a une taille bien précise. Donc, taille de 8 octets. Permet d'annoncer le début de la transmission. Donc, la source, la destination doit savoir qu'il y a une information, il y a une trame qui est en train d'arriver. Donc, et la destination se prépare en conséquence. Ça, c'est d'abord le préambule. Après, on a le deuxième champ qui est l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. L'adresse MAC source, c'est quoi? L'adresse MAC source, ce sera juste l'adresse physique de la machine qui va initier le message. La machine qui va initier le message. Et ce message va où? Donc, la destination, ce sera l'adresse MAC de la machine qui est censée recevoir le message envoyé. Toujours l'adresse physique. Donc, les adresses MAC sont des adresses physiques. C'est en fonction de ces adresses MAC que le switch va prendre des décisions. Est-ce que l'équipement connecté est dans mon réseau? Parce que le switch a des adresses enregistrées dans sa base de données qu'on va voir par la suite, donc dans sa table. Le switch a des adresses enregistrées dans sa table, des adresses MAC. Donc, lorsqu'une machine veut communiquer avec une autre machine dans le réseau, le switch va consulter sa table. Le switch va regarder la table et va se dire cette adresse MAC correspond à telle ou telle machine, donc je vais envoyer la trame vers telle destination. Donc, l'adresse MAC destination identifie le périphérique destinataire. Adresse MAC source identifie l'équipement expéditeur. Donc, l'équipement qui initie la demande. Donc, vous avez ici, on a regroupé ça comme ça. La constitution d'une trame. Donc, la donnée qu'on retrouve au niveau de la couche liaison de données, la trame. On a le préambule, synchronisation. On a l'adresse MAC de destination. On commence toujours par l'adresse MAC de destination. On a l'adresse MAC source. On a le type. Le type ici, on va le voir, il y a ce qu'on appelle les adresses IP.
vous aurez, est-ce qu'il s'agit d'une adresse IP, IPv4 ou IPv6, ou bien il s'agit d'une requête ARP. Donc, c'est là qu'on va voir le type. On ne peut pas encore parler de ça en profondeur parce qu'on n'a pas encore vu certaines notions. On va parler de ces notions dans la suite du cours. Et ici, on a la donnée initiée par l'utilisateur. Donc, ne jamais oublier qu'il y a toujours la donnée qui existe. Et on a enfin le contrôle d'erreur. On contrôle si la trame est complète. Donc, ce sont ce sont les champs qu'on retrouve dans une trame. Donc, pour trouver la longueur de la trame, on vous dira ici, c'est quoi une trame complète? Une trame complète va de 64 octets à 1518 octets. Moins de 64, c'est une trame incomplète. Pourquoi cet ordre? La carte réseau se Oui, allô, synchronise patron, d'abord bonjour. grâce au préambule ou au SFT. Donc, il y a Oui, d'abord ce qu'on c'est appelle la Doumbia, celui qui a, synchronisation. c'est de la part des choses, comment on appelle, celui qui, Il y a peut-être aller d'abord ce avec qu'on moi appelle la à belle chose, synchronisation. comment on appelle, Paris C'est Village, là, pourquoi il faut pour commencer l'informatique, là. toujours par le préambule. Elle lit Oui, ensuite oui. l'adresse MAC de destination. Donc, Ouais, pour faire les l'équipement ne retours. va pas commencer par lire l'adresse MAC source. L'équipement commence par lire l'adresse MAC Mhm. de destination. C'est pourquoi la destination va commencer avant la Oui, source. oui. Pour savoir si la Ok. trame Ouais, demain, lui est on veut aller destinée. vu que déjà on veut Puis déplacer par l'adresse l'Est, on MAC veut aller à source pour Boisson, quoi. identifier l'expéditeur. Voilà, donc c'est pour pouvoir mettre Le en place champ type celui indique qui doit partir ça là, il vient demain. quel protocole interprété Voilà, donc dans c'est pour les voir données qui si on peut suivent. faire Donc, ça quand on parle de maintenant, demain protocole, on il va aura, pour vous est-ce qu'il faire. s'agit de l'adresse IP, IPv4, Ouais, donc, on IPv6 va ou avoir une une idée requête depuis ARP? Nous allons pour voir au moins aborder si on peut ce faire, si on peut concept-là pas, dans la suite du on va cours. voir comment si on peut faire une autre option, quoi. Les données contiennent le message utile. Donc, la donnée, c'est quoi? La donnée, c'est le message initié par l'utilisateur. Vous avez lancé une recherche. Je recherche telle voiture, je recherche telle Voilà, donc école. comme je C'est la disais, donnée que vous avez voilà, donc c'est initiée pour dès avoir le une idée depuis départ. pour Donc, voir c'est comment on ça, peut la faire. Si on donnée. peut faire, on va faire dans Ou le cas bien contraire, si on vous va laisser, recherchez on en fait, on va laisser PDF. quoi. Ça Donc, va on va dépendre. procéder voir ça Et aujourd'hui, puis, quoi. on a le FCS, donc le contrôle d'erreur, place à la fin permet de vérifier que la trame n'a pas été corrompue. Donc, il y a un contrôle avant d'envoyer l'information dans le support de transmission sous forme binaire. Il faut d'abord contrôler la trame. Donc, ici, on vous parle un peu du type. Ici, on vous parle du type. Le type, s'il s'agit d'une adresse IPv4, on vous dit ça, c'est la valeur du type. Donc, ça a déjà été prédéfini. Et cette valeur-là, c'est l'équipement. Comment l'équipement est censé savoir que le type correspond à une adresse IPv4? C'est en regardant la valeur du type. Lorsque la valeur du type est de 0x0800, l'équipement sait qu'il s'agit d'une adresse IPv4. Lorsque c'est 0x86DD, il sait qu'il s'agit d'une adresse IPv6. Et lorsque c'est 0x0806, il sait qu'il s'agit d'une requête ARP. Donc, c'est en fonction de ça que lui, il analyse le type. La structure d'une adresse MAC. Donc, nous avons vu que l'adresse MAC, c'est une adresse physique. Vous pouvez regarder votre adresse MAC. On va le faire ensemble. Vos téléphones. Donc, chaque équipement informatique a son adresse MAC. Même lorsqu'on va vous installer, généralement lorsqu'on installe la fibre optique, après installation, il faut activer la ligne. Lors de l'activation de la ligne, on va se servir de l'adresse physique de l'équipement, donc de la box. Donc, on va activer la ligne en fonction de l'adresse physique de l'équipement parce que chaque équipement a son adresse physique. Donc, une adresse MAC possède 48 bits, une représentation hexadécimale. L'hexadécimal, c'est quoi? C'est une représentation où nous allons retrouver des chiffres et des lettres, donc constituées de 16 symboles.
symboles. Donc, on a 16 symboles. Les chiffres vont aller de 0 à 9 et des lettres de A à F. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir une adresse MAC avec G ou bien Y. Ça n'existe pas. La dernière lettre, c'est F. La dernière lettre, c'est F dans une adresse MAC. Lorsqu'on parle d'hexadécimal, hexadécimal, on a des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F. C'est le cumul des chiffres de 0 à 9 et de A à F qui donne 16 symboles. Contrairement au décimal, on va juste retrouver des chiffres de 0 à 9. Maintenant, quand on parle d'hexadécimal, on aura maintenant l'association des chiffres et des lettres. Mais les lettres s'arrêtent à un niveau bien précis, F. Après F, on ne compte plus. Donc, de 0 à 9, A va représenter 10. B va représenter 11. C, c'est 12. D, c'est 13. E, c'est 14. Et F, c'est 15. Donc, et ici, vous avez une représentation. Un exemple d'une adresse MAC 001A, 2B, 3C, 4D, 5E. Donc, on vous a dit que c'est sur 48 bits. Donc, ce qui signifie que ça a une longueur bien précise. Comment est-ce qu'on fait pour trouver à quoi correspond un bloc ici? Là, vous avez un bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs et 6 blocs. Pour pouvoir trouver les 48 bits, ça sous-entend qu'un bloc a la valeur de combien de bits? Pour trouver la longueur 48, 8. Très bien. Donc, un bloc, l'autre dit 4. OK. On a ici un bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs, 6 blocs. Est-ce que si on fait 6 fois 4, on trouve 48? D'accord. 8 bits. Donc, un bloc, voilà. Donc, un bloc représente, lorsqu'on parle de 8 bits, si on parle de 8 bits, ça veut dire que c'est combien d'octets? Quand on dit, oui, est-ce qu'on dit qu'un bloc, c'est un octet? Un bloc, c'est 4 octets. Donc, on fait attention. On a combien d'octets ici? Très bien. Donc, un bloc va représenter un octet. Donc, on va compter, on aura 6. Un bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs, 6 blocs. Étant donné qu'un bloc représente un octet, donc on aura 6 octets. C'est très bien. Le champ type indique quel protocole est encapsulé dans la trame. Donc, nous l'avons déjà vu ici. Quel protocole? SIPv4, SIPv6 ou bien une requête ARP. C'est quoi la requête ARP? Nous allons le voir par la suite. Donc, vous avez ici, on vous redonne le récapitulatif. Le préambule, c'est sur 8 octets. MAC destination 6, MAC source 6. Le type, c'est sur 2. La donnée va de 46 à 1500 octets. Ça dépend du type. Et puis, on a le contrôle d'erreur de fin. Champ de données. Cette partie contient les informations transportées par la trame, donc la recherche.
La taille habituelle, minimum 46 octets, maximum 1500 octets. Donc, c'est une limite qui a déjà été définie. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça a déjà été défini. Et puis, on a le champ, le fact check séquence, donc le contrôle d'erreur. Le FCS sert à détecter les erreurs de transmission. Est-ce que la trame est complète? Est-ce que la trame est incomplète? Est-ce que les données circulent? Donc, circulent bien. C'est vraiment pour checker s'il y a des erreurs dans la trame. Fonctionnement. Calcul mathématique réalisé avant l'envoi. Donc, ça va recalculer si la trame est complète. Parce que nous savons ici que chaque champ a une taille bien définie. Si par exemple le préambule se retrouve peut-être à 2 octets, il y a déjà un problème. Donc, il va refaire le calcul. Vérification effectuée à la réception. Trame rejetée si erreur détectée. Donc, si l'erreur est détectée, on va rejeter la trame. La trame sera rejetée. Donc, ici, vous avez un exemple de communication. Un PC crée des données. Donc, lorsque vous ouvrez votre ordinateur, vous lancez une recherche. La couche réseau ajoute l'adresse IP. Ethernet ajoute l'adresse MAC. La trame est envoyée au switch et le switch transmet la trame au bon destinataire. Donc, le switch va prendre les décisions en fonction de l'adresse MAC de destination. La couche d'accès, oui, posez votre question. Posez la question, je vais regarder. Donc, on nous dit où fonctionne la couche d'accès. Le commutateur Ethernet, encore appelé switch en anglais, est un équipement Quand on parle d'hexadécimal, c'est l'écriture. Hexadécimal, c'est l'écriture. Quand on parle d'hexadécimal, on va de 0 à 9 et de A à F. Et quand on va parler de décimal, on a juste des chiffres, donc de 0 à 9. Donc, quand vous entendez à chaque fois hexadécimal, l'écriture se fait en utilisant des nombres et des lettres. Mais les lettres ne vont que de A à F, pas plus. Le commutateur Ethernet Switch est un équipement réseau permettant de connecter plusieurs appareils dans un réseau local. Donc, pour interconnecter les équipements dans un réseau local, nous allons utiliser le switch. Contrairement aux anciens hubs, appelés encore concentrateurs, la dernière fois, nous avons vu la différence entre le concentrateur et le commutateur. Nous avons dit que le concentrateur, bon, par abus de langage, on dit qu'il est bête parce qu'il ne fait pas de la confidentialité. Quand il reçoit une information destinée à une machine bien spécifique, il va diffuser cette information-là dans tout le réseau. C'est pourquoi on le qualifie de bête. Contrairement au switch qui sait envoyer la trame à destination, à une destination bien spécifique. Donc, contrairement au hub et le switch, le switch va réduire les collisions. Réduire les collisions comment? Avec le switch, on peut créer différents réseaux. Donc, on a un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a plusieurs services. Il y a le service comptabilité, il y a le service ressources humaines, il y a le service informatique. Donc, dans votre switch, vous pouvez vous dire, les utilisateurs du service informatique auront leur réseau. Les utilisateurs du service, par exemple, des ressources humaines auront leur propre réseau. Donc, vous pouvez segmenter votre réseau pour mieux l'administrer. Et ça va même également améliorer les performances, de telle sorte que généralement, lorsque le réseau de ressources humaines aura un problème, ça ne va pas impacter dans le réseau du service juridique. Transmet uniquement les données vers le bon destinataire. Donc, il sait rediriger les informations. Si un ordinateur A envoie une trame
à un ordinateur B, le switch sert à rediriger l'information vers l'ordinateur B et non la diffuser. Le rôle du switch, encore appelé commutateur. Le switch reçoit les trames. Donc, le switch reçoit les trames parce que l'information qui circule au niveau de la couche liaison de données où intervient le switch, les informations qui circulent s'appellent des trames. Ce sont des trames. C'est pourquoi on dit le switch reçoit la trame. On ne va pas dire le switch reçoit le paquet. Le paquet, c'est le routeur qui va recevoir le paquet parce qu'on sera à la couche 3. Il va décider, il analyse les adresses MAC. Donc, il va analyser les adresses MAC. Il va analyser les adresses MAC, c'est-à-dire savoir il va analyser les adresses MAC, la source et la destination. Cette adresse MAC source, cette adresse MAC destination. Attendez, je vais regarder le message. Donc, le switch va regarder les adresses MAC, l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source, décider du port de sortie. Le port de sortie, on a des ports en Ethernet, ça c'est en fonction de la rapidité. On a des ports en Ethernet, des ports en fast Ethernet. Et hier, vous avez vu des ports en gigabit Ethernet. Donc, la rapidité n'est pas la même. Lorsque vous avez un équipement en Ethernet, ça ne va pas envoyer ou traiter les informations comme si vous aviez un équipement en gigabit. Il est nettement mieux. Quand on parle de gigabit, vous voyez un peu le débit de traitement des informations. Donc, on est dans le giga. Et dans les phases, on sera dans 100 mégabits. Et dans Ethernet, on est dans les 10 mégabits. Donc, ce sera très long. Donc, un switch a des ports. Ce sont ces ports-là que nous avons utilisés hier pour pouvoir brancher les équipements. On cliquait sur le switch et puis on avait un listing des ports. Donc, le switch, dans sa base ou encore dans sa table, va faire la correspondance. Le switch sera que la machine A, qui a pour adresse, ça va notifier l'adresse de la machine A, est branchée au port 3. C'est en fonction de ça que lui va rediriger le trafic. Donc, toutes les machines qui seront branchées au switch du premier port, par exemple au port 22, le switch aura ces informations dans sa table. Il saura que la machine A, voici son adresse, cette machine est branchée à mon port 5. Donc, si je reçois une information destinée à cette machine A-là, je dois diriger la trame vers le port 5. Donc, c'est comme ça que le switch prend les décisions. Donc, ça, c'est un exemple. Vous avez, lorsque vous avez la commande qui va nous permettre de retrouver ça, nous allons l'utiliser dans le TP. Lorsque vous branchez des équipements sur le switch, c'est-à-dire les machines, les imprimantes, quel que soit le type d'équipement, le switch a une table, donc la table CAM, une table de mémoire. Dans cette table-là, le switch va faire la correspondance entre l'adresse MAC de l'équipement et le port sur lequel l'équipement est branché. Donc, peut-être PCA, voici son adresse MAC. Et le PCA là est branché à mon port 1. Donc, si le PC2 m'envoie un message, une trame destinée au PCA, je saurai que cette trame doit passer par mon port 1 parce que c'est mon port 1 correspond à l'adresse MAC du PCA. Donc, c'est comme ça que le switch prend les décisions. Et à chaque fois, il y a des mises à jour parce qu'on a des équipements qu'on peut soit débrancher du réseau ou rebrancher. Donc, le switch aussi fait des mises à jour à chaque fois pour mettre à jour sa table CAM, sa table mémoire. Donc, la table d'adresse CAM, chaque switch possède une table MAC appelée aussi table CAM. Donc, table de commutation. Cette table associe un port physique du switch. Donc, on va associer le port du switch à une adresse MAC bien spécifique.
apprentissage de l'adresse MAC. Le switch apprend automatiquement les adresses MAC.